Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo, enfin j'espère en tout cas, review. Alors c'était absolument pas prévu au programme, je vous le cache pas. C'est une fois que j'ai tourné la vidéo bilan des animés de l'automne que je me suis rendu compte que j'avais pas parlé de Jujutsu Kaisen saison 2. Et étant donné que c'était quand même un sacré gros morceau de la saison d'automne, et que la série se termine aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo, il était quand même important que j'en alloue une vidéo dédiée, étant donné que ça a fait autant couler d'encre que ça a plu à des gens. Donc, autant que je vous donne un peu mon avis, ma vision des choses là-dessus. Je suis pas un assez grand fan de Jujutsu, commençons par ça, pour vous faire une review de l'entièreté des épisodes, hein, je suis pas là pour ça, on va revenir sur les événements scénaristiques les plus importants de la série, mais on va les faire vraiment, ça va être une liste, hein, ça va être une liste où je vais vous donner rapidement mon avis sur les scènes que j'ai retenues et que j'ai notées, parce que oui, évidemment, j'ai pris des notes, hein, pour ne pas dire n'importe quoi en ce qui concerne les staffs, parce que oui, ça va être la première partie, parler des épisodes, ou de l'épisode en tout cas, enfin des 2-3 épisodes, voire un peu plus, qui ont marqué grandement ce retour de Jujutsu Kaisen. Alors, on va pas s'intéresser à la première partie de la saison, hein, c'est-à-dire des 5-6 premiers épisodes, il me semble, notamment sur le flashback de Gojo et de Geto, hein. C'est pas ce qui est le plus important. Il reste important ce flashback, hein, il reste important, sachant que il faut avoir vu ce flashback avant de voir Jujutsu Kaisen 0, parce que Jujutsu Kaisen 0 sera la suite directe, puis il faut s'intéresser à la saison 1 de Jujutsu et ainsi de suite. Bref, je sais pas comment est-ce qu'ils ont agencé ça au niveau de la chronologie, mais sachez que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Mais c'est pas vraiment ça qui intéresse, c'est évidemment l'arc de Shibuya, hein. L'arc qui, d'après les réseaux sociaux, d'après le réseau de l'enfer qui est Twitter, devait retourner des vestes. Et est-ce que ça a vraiment retourné des vestes? Déjà, répondons tout de suite à cette question avant de s'intéresser au staff. Est-ce que cette saison 2 de Jujutsu, qui, on le rappelle, a été confié à Shota Goshozono, hein, qui avait déjà participé à la saison 1, on en reparlera tout à l'heure, pas tellement en fait. Elle a fait plus couler d'encre que de retourner de veste en fait cette saison, hein. Parce que oui, Twitter a tendance à exagérer un peu les choses, genre lol, quand cet arc sera adapté en animé, la Terre entière retournera sa veste. Non, 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 la Terre entière c'est Titouan et ton pote Jean-Louis là du village d'à côté, c'est vous deux qui avez retourné vos vestes et personne n'a retourné sa veste, hein. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont retourné leur veste, qui se sont amusés à regarder cette saison et qui ont kiffé. J'en fais partie, attention, j'en fais partie. Il y a quand même quelques petites déceptions de mon côté, principalement en termes de réal, mais je suis pas là pour cracher ma haine sur Jujutsu Kaisen saison 2. Je suis là juste pour apporter mon avis perso là-dessus, encore une fois. Mais bon, parlons des staffs, du coup, et commençons. Allons-y direct, ne perdons pas trop de temps, parlons des 2 épisodes qui ont bousculé la toile lors de leur diffusion. Il s'agit des épisodes 16 et 17, dirigés, storyboardés et qui animés, hein, parce que oui, il a qui animé également dans ces épisodes-là, par Itsushi Tsushigami, hein, l'épisode de Sukuna contre Jogo, l'épisode de Sukuna contre Mahoraga, les épisodes qui ont également retourné les réseaux et dont 50 000 comptes se prenant pour des leakers ou des pros de la Japanimation ont fait circuler de nombreuses désinformations en ce qui concerne la production de Jujutsu, qui se sont pris pour des animateurs et ont fait circuler des trucs pas très ouf sur Mappa. Je dis pas que c'est faux, je n'ai aucune idée de tout ce qui peut se dire en ce qui concerne la production, on n'a aucune idée, personne ne sait réellement si tout ce qui a circulé est vrai ou faux en ce qui concerne ces épisodes-là en particulier, qui d'après les leaks, d'après les rumeurs, auraient été à peine terminés à 70%, c'est-à-dire que vraiment c'était les épisodes les plus importants en termes de direction, où on avait la présence d'un nombre de key animators colossal, et ces épisodes n'ont pas été terminés à la hauteur de ce qu'ils auraient dû être s'ils avaient été finis, c'est-à-dire quand on les verra dans les Blu-ray, parce que clairement dans les Blu-ray ils seront corrigés, il y aura des trucs qui n'ont pas été présents lors de la diffusion télé qui seront rajoutés, et c'est seulement lors de la sortie des Blu-ray qu'on constatera l'épisode finalisé à 100%, et on constatera la différence avec la version télé. Il n'empêche que ces épisodes ont été véritablement
titanesque en termes de direction, ça part dans tous les sens. J'ose même ajouter, et ça c'est purement perso, que ça part un peu trop dans tous les sens d'ailleurs. C'est non pas que je n'aime pas la direction de Tsushigami et son storyboard et tous les animateurs qui ont travaillé dessus, hein. J'ai une petite liste à vous présenter. Je pense à 2 grands animateurs français, à mon sens, hein, parce que la France a un incroyable talent. Nous, Français, avons des animateurs très talentueux chez nous. Je pense à Vincent Chansard, qui n'aurait clairement pas dû être là, hein, qui lui-même a dit que si la seule raison pour laquelle il a participé à Jujutsu et à cet épisode-là, le 16, il me semble, ou le 17, je crois que c'était plus le 17 hein, auquel il a participé, c'est uniquement parce que un membre du staff de Jujutsu l'a contacté un peu en stress, en mode on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de renfort, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous aider et tout, sachant que Vincent avait lui-même dit il y a maintenant quelques mois qu'il ne souhaitait plus du tout être affilié aux productions de Mappa, qui souhaitait plus du tout travailler avec Mappa, et que là il l'a fait pour rendre service en fait, hein, voilà, il l'a fait pour aider. Coulon, il me semble qu'il a un peu alors maintenant il est plus tourné autour de Pierrot, même s'il va mettre un peu sa carrière d'animateur de côté. Pour combien de temps on n'en a aucune idée, et évidemment on lui souhaite tout le soutien possible pour tout ce qui s'est passé cette année, parce que les crunchs ont été nombreux, hein, et aussi et particulièrement sur Jujutsu d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Dorian ayant participé aussi à ces épisodes-là, on a eu Game, on a eu Vercreek qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps, des noms aussi qui vous diront forcément quelque chose, Akuyugo, Hiro Matsushu que j'adore, je saurais pas vous citer les scènes en particulier, tout ça vous pouvez retrouver sur Sakugaboru ou non. On a Hironori Tanaka qu'on ne présente plus, Kaito Tomioka, Kosuke Kato, Toruhiro Azawa, et tout un tas de noms que je n'ai pas tout noté parce que la liste est longue. Voilà, encore une fois. Et ça, c'est que les Kei Animators, hein. Je vais pas citer les In-Between, les Second Kei et tous ceux qui ont travaillé sur la 3D, sur le compositing. Compositing majoritairement absent de cette saison. C'est d'ailleurs, une fois de plus, l'une des raisons qui font que je n'apprécie pas particulièrement cette saison, non pas le travail fourni par Tsushigami ou Gosho Zono, ou peu importe le storyboarder sur X épisodes, c'est vraiment la qualité globale. La qualité globale, on le savait de toute façon, bon, c'est sorti un peu de nulle part, enfin de nulle part. Il y avait les rumeurs dès le départ, comme quoi notre cher Sungo Park ne reprendrait pas sa place de réal pour la saison 2, c'était que des rumeurs au début, puis il y a eu évidemment la création de son propre studio qui l'occupait plus de son côté, puis ça a fini par se confirmer à demi-mot jusqu'à ce que ce soit officiel que Gosho Zono, ayant déjà participé sur la saison 1, et oui, il avait storyboardé l'épisode 17, il avait été directeur de l'animation également sur ce même épisode, il avait kei animé également sur ce même épisode et sur certains autres précédents épisodes. Au cas où ce serait nécessaire de vous le rappeler, épisode de l'affrontement entre les élèves de Tokyo et de Kyoto, hein, et plus particulièrement l'épisode de l'apparition d'une des séquences qui deviendra un peu légendaire, hein, qui fera connaître le jeune animateur qui était Vercreek avec l'épisode de Maki contre Miwa, hein, ça vous vous rappelez très probablement de ces séquences très solides. C'était d'ailleurs un épisode archi solide en termes de direction, en termes d'animation, en termes de compositing, tout était parfait sur cet épisode là. Donc est-ce que c'est la raison qui fait que Gosho Zono a ensuite été transféré en tant que réel? Et on lui a probablement proposé, il a dit vas-y let's go, hein. J'ai aimé travailler sur Jujutsu saison 1, il a fait une petite apparition sur Shenso également où il a dirigé un épisode. Était-ce pour lui le bon choix d'être placé là? Va savoir en ce qui concerne sa place, lui il a storyboardé le 1, le 5, le 9, le 18, il a été également directeur d'épisodes sur le 1 et le 18, il a animé beaucoup, hein, sur le 1, le 14, le 18, le 20, 22, 23, le dernier du coup en l'occurrence. Voilà, Gosho Zono il a fait ses preuves très largement, ses épisodes sont solides. Mais, avant de parler de l'épisode qui a fait couler de plus d'encre sur cette saison 2, je regrette quand même la réalisation de Park. Je trouve que c'est quand même dommage, et c'est le cas dans énormément de séries, que sur la base d'une saison 1 ou d'une saison 2, etc., d'une saison à l'autre, on change de réal, ou même encore on change de studio. Les changements de studio, c'est pas forcément toujours... c'est pas genre les studios qui refusent de le faire, ça peut arriver que les studios genre refusent de faire une saison 2 parce que on a trop de boulot, donc on veut pas le faire, donc débrouillez-vous. Mais je regrette quand même, voilà, du coup, le changement
changement de réal parce que bah on avait instauré un style avec Park. Il avait instauré un style bah plus cinématographique, alors loin du style très réaliste de Chainsaw Man, mais on avait un style très propre, quand bien même la saison 1 plutôt, excusez-moi, avait aussi eu des soucis de production. Bon, fort heureusement, nous, en tant que en étant diffusé sur internet et sur les plateformes de diffusion, on n'avait pas été touché par ça, mais la saison 1 a quand même eu quelques petits soucis de prod, parce qu'on change complètement de style, hein. On revoit les designs, puisque bah, Park étant plus là, bah, on n'a plus du tout le même style d'animation, donc on change complètement de direction. Alors, on a pas mal de caractère acting, hein. Je pense à la première partie où il y avait du caractère acting pas mal joli à voir, mais sur Shibuya c'est quand même un peu moins bon. Clairement, on sent que les animateurs ils avaient plus trop envie, plus enfin pas le temps plutôt, c'est même pas une envie, c'est une histoire de temps, plus les rumeurs qui disaient que les animateurs allaient faire grève, plus voilà, plus tous les gens qui profitaient de ce pseudo-drama pour donner leur avis là-dessus et insulter volontairement le staff, donc plus harcèlement, plus menaces de mort à côté avec le manga, bref, un bon gros saut de merde quoi, autant le dire, un bon gros saut de merde qui tombait sur les oreilles de Mappa. Bon, eux au contraire de tout ça ils se frottent les mains. Eux ils adorent, hein, ils adorent les dramas, eux ils s'en foutent, ça fait parler d'eux, ça fait parler de la prod, ça fait parler du studio, ça fait parler des animateurs, bref, ça fait de la pub à Mappa, donc ils s'en battent les reins en fait de tout ce drama, eux ils s'en foutent, hein, au sein même du studio il y a le feu, mais c'est pas grave, eux ils sont encore une fois là, ils fument leur petit cigare, ils ont les liasses de billets sur le bureau, ils comptent combien ça leur aura rapporté, et c'est tout, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles eux. C'est pas le plus important, mais bon. Et en parlant de faire couler de l'encre d'ailleurs, autant parler de l'épisode du coup qui a fait le plus couler d'encre sur cette saison, c'est le 14. Vous n'oublierez très probablement pas le 14 de sitôt, hein, storyboardé et dirigé par Akuto Sadamoto, épisode donc du début du combat entre le groupe de Maki, Nanami, Fushiguro et puis le grand-père des Zenin, j'ai aucune idée de comment il s'appelle, je m'en branle un peu parce qu'il me semble qu'il crève, hein, de toute façon, après ça, contre Dagon, hein, ça Dagon, si je dis pas de bêtises, hein, le fléau de rang S, crabe rouge là, hein, qui se métamorphose et puis qui donne du mal, qui active son extension du territoire et qui les emmène dans l'eau là au bord de la plage et qui leur donne du mal. Cet épisode, à ma grande surprise, en plus d'être 0 sur 20 en termes de réalisation, de direction, de storyboard, d'animation, bref, c'était juste la cata. Hein, c'est l'épisode qui a fait le plus parler sur cette saison, et ça a permis encore plus d'alimenter le drama et de montrer les screens de l'épisode et les petits passages d'animation moche où ça bouge en 3 FPS pour alimenter le drama, comme quoi les animateurs ils en pouvaient plus. Mais à ma grande surprise, je ne comprends pas comment c'est possible que Kazutaka Sugiyama, un nom qui ne doit pas vous être inconnu, en plus d'être affilié à Mushoku Tensei saison 1, mais aussi à Chainsaw Man, hein, puisqu'il a été le directeur de l'animation en chef sur l'entièreté de Chainsaw, il était AD en chef sur cet épisode 14. Bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne n'a compris ce qui s'est passé sur ce 14e épisode, sachant que le 15, la semaine d'après, avec le retour de Toji, était excellent sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet épisode 14 ? Personne n'a compris ce qui s'est passé. Mais le pire, c'est la présence de Kazutaka Sugiyama, le pauvre. Je me dis le pauvre en fait, avec du recul. Le pauvre, il s'est retrouvé sur un épisode clairement qui ne valait pas sa présence, qui ne méritait pas sa présence. Et le gars, ça lui fait plus du mal qu'autre chose en fait cet épisode. Mais c'est triste que au beau milieu d'une saison qui a eu quand même d'excellents épisodes, et sur les 2 épisodes, enfin 2 épisodes plus tard, t'as Tsushigami qui arrive en force, qui te fait un Sukuna Jogo de la mort qui tue, qui envoie du pâté, lui il fait tâche au milieu de tout ça, et c'est dommage en fait que ça fasse tâche cet épisode 14 au milieu de tout ça. Je n'ai aucune idée de si cet épisode sera amélioré avec les Blu-ray, mais j'espère qu'ils vont genre réanimer des séquences et tout pour que ça bouge mieux. Surtout que, et c'est ironique. Alors, est-ce que c'est volontaire ? Je recherche des raisons pour lesquelles cet épisode était pas bon. Est-ce que
Parce que dans cet épisode, le papy Zenin, genre il fait des références de boomer en mode l'animation ça bouge à 60 fps, ou plutôt la 60 fps c'est de la merde et tout. J'ai aucune idée de pourquoi il fait ces références d'ailleurs. Quand bien même j'ai lu Jujutsu jusqu'à la traque mortelle, donc je connaissais les événements de... j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo d'ailleurs, hein, que je connaissais Shibuya en manga. Hein. J'avais lu Shibuya complètement en manga. L'animé c'était purement juste pour me rappeler des événements et de voir certains panels du manga animé aussi. Hein, puisque le manga n'a pas tendance à être très beau... au niveau des dessins, à certains moments, hein, pas tout le temps, à certains moments, c'est pas très beau, les scènes sont pas très dynamiques, donc l'animé pouvait rendre hommage à certaines de ces scènes. La plupart du temps, c'est le cas. Fort heureusement, l'animé est quand même sacrément excellent en termes de qualité. Donc rendre hommage au manga, ça y a strictement aucun problème. Hein. Tout a réussi à Jujutsu jusqu'à maintenant. Mais voilà, cet épisode 14, il fait un peu tâche au milieu de tout ça, et c'est dommage. Bref, est-ce que je pourrais vous citer quelques autres noms à retenir quand même pour cette saison? Bah il y en a, effectivement il y en a, je pense à Arifumi Imai quand même qui a storyboardé et dirigé le 4e épisode, hein, épisode exceptionnel entre Toji il me semble et Gojo, hein, évidemment, épisode tout bonnement extraordinaire, hein, cet épisode de combat qui... fort heureusement, plus tard dans la saison sera quand même amélioré. Oui, je parle du ghosting, au cas où j'étais pas très clair. Parce que le ghosting, donc une technique utilisée pour rendre les scènes un peu trop... Enfin, c'est mis en place par les télés japonaises, en fait. Il faut savoir qu'il y a deux façons pour les télés japonaises de censurer un peu les scènes, soit un peu trop dynamiques, soit un peu trop lumineuses, soit ils diminuent la luminosité des scènes, genre quand il y a des explosions, ou quand les personnages bougent un peu trop vite et qu'il y a trop d'artefacts à l'écran, ils diminuent la luminosité de l'épisode, ou de certaines scènes en tout cas en particulier. Soit, ils font ce qu'on appelle le ghosting, c'est-à-dire que genre, ça rend flou les scènes, t'as l'impression qu'en fait ils font de l'interpolation d'animation, et que l'animation en fait au lieu de bouger à... Parce que l'animation japonaise, même si c'est en 23,976 fps, la réalité est tout autre, hein. Ça tourne en quoi, en 12 images par seconde, en 11 images par seconde, en vérité. En fait l'animation est véritablement en 10 ou 11 images par seconde. On a l'impression vraiment que ça lag, en fait on a l'impression que l'animation est ralentie de fou. Et ça je comprends pas pourquoi. Ils ont fait ça dès le début, ça gâche une grande partie des combats, je pense au combat de Mekamaru, notamment un peu plus tard, après le flashback, après le retour de la seconde partie en octobre, donc le combat de Mekamaru contre Maito, qui est affreux à suivre en animé, et les combats plus tard, je pense à celui de Yuji contre la sauterelle, le fléau sauterelle, là, c'est une torture à regarder en fait. C'est juste, et en plus de manquer de respect à l'animateur, parce que c'est du foutage de gueule pour l'animateur. L'animateur il voit ça, quand il regarde son animation à la télé, il doit pleurer. Mais il doit se fustiger parce que ça détruit complètement le rythme de la scène et tout. C'est juste catastrophique. Et du jour au lendemain, ils ont décidé de retirer ça. Donc à mon avis, en plus des remarques qu'ils ont dû se prendre par Mappa et par les auditeurs, à un moment donné, ils ont dû se dire, on arrête. Voilà, point final, on arrête le ghosting, on arrête de faire n'importe quoi. Et puis voilà les petits noms à retenir à part Imai, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis je suis parti sur le ghosting, donc veuillez m'en excuser. Il y a Hayato Kurosaki, évidemment, hein, qui a storyboardé l'épisode 11, qui s'est occupé également de diriger cet épisode 11 avec le 15, qui a animé sur... le 2, 3, 7, 11, 17, 20, 21, bref, il est quasiment présent tout le temps, qui a dirigé également l'animation du 21. On a Eva Koi, un nom qui doit forcément vous dire quelque chose, qui a animé le 2 et le 11, Keiichiro Watanabe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a animé le 3, du coup, El Famoso épisode 3, le 15, le 21, et puis, allez, pour finir, Michel Gonzalez, qui doit vous dire quelque chose aussi, un nom qui revient assez souvent sur les séries de Mappa, qui a animé le 15, le 21 et le 20. Voilà. Je vous parlais de retournement de veste pour terminer. Tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment eu un retournement de veste? Alors en termes d'animation, à part peut-être mon regret du coup de ne plus avoir pari sur la production, quand bien même c'était quand même archi plaisant à suivre et t'en prends plein les yeux, ok, ça, je ne l'enlèverai pas à cette saison, mais il n'empêche que c'était pas non plus je trouve qu'il y a des meilleurs arcs quand même dans les shonen, donc genre Titouan qui te dit c'est le meilleur arc qu'on ait jamais écrit dans un shonen.
Tu exagères un petit peu, Titou. Tu as dû voir que Jujutsu Kaisen dans ta vie, donc forcément ton avis n'est pas très subjectif. Donc est-ce que c'est le meilleur arc tout manga confondu? Bien évidemment que non. Voilà, hein, arrêtons les conneries. Non, c'est très loin d'être le meilleur arc du manga et encore moins le meilleur arc de la Terre. Donc arrêtons de dire retournement de veste, c'est le meilleur arc du monde, etc. C'est pour ça que je me rangerai jamais du côté des Jujutsu Fight parce qu'ils ont jamais un avis subjectif. Tout est meilleur, tout est toujours meilleur que tout. Et il y en a ras-le-bol sur les réseaux de voir tout le monde comparer tous les mangas entre eux. La plupart d'entre eux sont des enfants de 8 ans. Donc à un moment donné, ça suffit les conneries. Mais il n'empêche que cette saison a quand même été sacrément intéressant en termes de révélation quand même. Hein. Faut arrêter de dire des conneries. Faut arrêter de dire qu'il s'est rien passé non plus. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, énormément de révélations qui arriveront pour plus tard. Mais est-ce que ça fait de lui le meilleur arc tout confondu? Je trouve pas. Il est excellent. Il se passe plein de trucs, des trucs qui ont plu à certains et moins plu à d'autres, mais il s'en est passé des trucs. On va revenir sur certains des événements de manière chronologique, on va aller assez vite. Je vous cache pas, on va pas revenir, on va pas rester focus sur une scène en particulier, ni sur un combat, ni sur un événement, ne vous inquiétez pas. Dans la première partie, donc dans le flashback de Gojo ainsi que de Geto, bref de leur passé avec quand ils étaient encore étudiants à l'école de Tokyo, etc. Tous les exorcistes qu'on connaît, plus jeunes, hein, voilà, avec évidemment la présence d'Amanai. Ah, Amanai qui est censé devenir le nouveau réceptacle de Tengen, donc on apprend l'existence de Tengen-sama, hein, le dieu des exorcistes qui a besoin d'un nouveau réceptacle, puisque sinon il finit par perdre, par perdre l'équilibre, hein, l'équilibre des forces dans le monde de Jujutsu, puisqu'il protège le monde des exorcistes, donc s'il n'y a plus de réceptacle, Tengen-sama peut plus maintenir sa forme, donc il n'y a plus de protection dans le monde des exorcistes, bref. Amanai crève, mais bon, on fait comprendre un peu plus tard que lol, en fait on en a plein des réceptacles, donc on s'en bat les couilles que Amanai meurt, hein, voilà, c'est pas grave, en fait on s'en fout, donc on nous fait nous accrocher à ce personnage pendant plusieurs épisodes, que Gojo et Geto ne veulent pas livrer à Tengen-sama puisque j'ai envie d'avoir une vie normale, pourquoi est-ce que je dois être le réceptacle de Tengen, voilà, une remise en question, pour que finalement, la pauvre Amanai elle crève après avoir décidé finalement de ne pas vouloir être de devenir le réceptacle. C'est ce qui d'ailleurs par la suite fera sombrer Geto, hein, très clairement. Geto d'ailleurs qui avait beaucoup de questionnements en ce qui concerne la justice dans le monde des exorcistes et qui clairement, voilà, la mort d'Amanai le fera vriller. Vraiment, voilà, les humains sont des gros connards. Puis on apprend l'existence de Toji Fushiguro également, hein, qui est donc envoyé en tant que tueur à gages et c'est lui qui achève Amanai. Mais tout ça emmène également à l'activation des pouvoirs de l'infini de Gojo, hein, de ses yeux, du sixième œil. Ce combat, voilà, le fera complètement péter une durite. Hein, voilà, je suis Dieu, personne n'est au-dessus de moi, je suis au-dessus des dieux, moi-même, respectez-moi qui suis dans les cieux, etc. J'ai plus la phrase exacte, mais phrase qui a fait d'ailleurs débat sur les réseaux quand c'est sorti sur Crunchyroll, ce qui a forcé Crunchyroll à changer la phrase. Voilà, le traducteur s'est fait insulter et s'est fait trash talk parce qu'il n'avait pas mis la bonne phrase comme dans le manga, donc voilà. Encore une fois, à quel point la communauté peut être cancérigène sur Jujutsu. Voilà, je vais me faire attaquer par les Jujutsu Fag à partir de maintenant, puisque j'ai dit un truc pareil, mais j'en ai un peu rien à foutre, en même temps c'est ma vidéo, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux, mais c'est pas grave. Mais bref, ce flashback nous permet donc de comprendre que Gojo est archi important dans le monde dans le monde des exorcistes, que Geto malheureusement se range de son côté, et ça aura une incidence un peu plus tard dans la saison, où évidemment, on l'avait déjà revu Geto dans la saison 1, mais on pouvait pas deviner encore quelles étaient ses intentions, sachant qu'on connaissait pas non plus Jujutsu Kaisen 0, quelles étaient également, enfin, pourquoi est-ce on savait qu'il était rangé du mauvais côté. Ça d'accord, je veux dire, on le voit avec ce flashback et tout, il finit par tuer tout un tas d'humains et tout, il se range du mauvais côté, il se crée un culte et tout, alors qu'en vérité, il veut simplement soumettre tout le monde en fait, hein. Il veut créer un monde uniquement peuplé d'exorcistes, il veut tuer tous les humains lambda, aucun humain n'a le droit de vivre, etc. Bref, voilà, on le revoit plus tard avec Mekamaru que l'école de Jujutsu suppose être un traître, puis finalement il s'avère que non, hein, c'est pas un traître du tout, au contraire, enfin si,
c'est un traître, si, c'est un traître, mais au final, après avoir été soigné par Maito, il finit quand même par se dire, ah, maintenant que vous m'avez soigné, vous avez vraiment cru que j'allais... non, non, mais je sais de toute façon que je suis condamné, je peux aller nulle part, hein, j'ai Geto et Maito devant moi, je vais pas en ressortir vivant, il le savait très bien. C'est pas un combat qui m'a transcendé, quand bien même ils sont importants pour la suite, puisque bah Mekamaru, en fait il sera plus important mort que vivant, Mekamaru. Hein. Voilà, sa mort ne me touchera pas plus que ça, voilà, je suis resté stoïque, peut-être parce que bah, je me suis simplement pas attaché au personnage, donc un peu rien à secouer qu'il soit mort, puisque encore une fois il est plus utile mort que vivant, il apportera son aide à Itadori un peu plus tard dans la saison. Donc un peu rien à secouer que Mekamaru soit mort, encore moins que ce soit son véritable prénom, j'en ai un peu rien à secouer de tout ce qui s'est passé, mais ça conforte juste dans l'idée que bah Geto il laisse juste ses petits toutous faire tout le travail, et que Maito est surtout surpuissant, on verra un peu plus tard dans la saison d'ailleurs. D'ailleurs, commençons avec... commençons. Oui, c'est la scène la plus importante, hein, qui découlera sur les événements suivants, c'est la capture de Gojo, hein, dans le cube de la vanité, je sais plus comment on appelle ça, bref, la prison, hein, la prison dans laquelle il sera enfermé et il restera longtemps. Voilà, pendant je sais pas combien de jours, il y a carrément un compte qui avait compté le nombre de jours depuis le jour où Gojo avait été enfermé dans le manga. Et le mec, il a compté le nombre de jours où on n'avait pas vu Gojo, et jusqu'à son retour, évidemment, puisque vous vous doutez bien qu'il finira par revenir à un moment donné. Mais il se fait capturer, et c'est à ce moment-là qu'on comprend que trop débarre, Geto, en fait, bah, c'est pas Geto, hein, et s'il avait des fils, hein, là, sur son crâne, bah, en fait, c'est que, bah, quand il enlève le haut de son crâne, bah, en fait, dans son cerveau, c'est pas son cerveau, c'est un fléau qui a pris possession de son corps. Et ce qui m'a fait rire, et à la fois ce qui m'attriste quand même un peu, c'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés surpris par cette révélation. En fait, vous avez juste pas vu Jujutsu Kaisen 0. Voilà, juste, ces gens-là n'ont juste pas vu Jujutsu Kaisen 0. Si vous aviez vu Jujutsu Kaisen 0, vous auriez très rapidement deviné que depuis la saison 1, bon, dans la saison 1, on pouvait pas le deviner, parce qu'on n'avait aucune idée de qui était Geto, et puisqu'il n'intervient pas directement, il reste éloigné de tout, même si on le voit mais il n'intervient jamais. Hein, voilà, il laisse les autres faire. Mais on pouvait pas deviner. Bref. Après, tout devient logique. Hein. Dès qu'on remet les événements en place, tout devient systématiquement logique. Mais tout le devient à partir du moment où tu as vu Jujutsu Kaisen 0. Parce que dans Jujutsu Kaisen 0, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, Geto, il se fait rouster par Yuta. Et il est laissé pour mort. Enfin, ou plutôt, il arrive à s'enfuir, mais il est gravement blessé. Il sait très bien qu'il s'en sortira pas vivant. Hein. Il est blessé très gravement. Et au contraire, il demande plutôt à Gojo de l'achever. Ce que fait Gojo l'achève. Donc, à partir de là, t'es censé deviner que Geto, il est censé être mort. Donc, si tu le vois, là, dans Jujutsu saison 1 et dans Jujutsu saison 2, une fois que t'as remis toutes tes idées en place, bah, c'est pas Geto. Si cette scène ne t'avait pas paru logique, c'est juste toi qui t'es pas posé les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que cette révélation, quand bien même elle était nécessaire pour Gojo, puisque Gojo avait déjà des doutes, hein, en voyant Geto, il s'est dit non mais c'est pas toi. Genre PTDR t'es qui? Quand il voit Geto, il dit PTDR t'es qui? Et c'est là que Geto du coup t'avais remarqué, et c'est là qu'il montre le crâne du coup ouvert, que bah, t'as le cerveau avec une bouche, hein, et qui répond trop débarre. En fait effectivement je me sers du corps de Geto Suguru et de ses pouvoirs d'exorciste par la même occasion. Il n'y a pas que son corps, il utilise également ses techniques, ce qui pouvait induire en erreur, mais bon bref, c'est pas très important, mais voilà, je trouve que la révélation elle est pas si surprenante que ça, à partir du moment où tu as vu Jujutsu Kaisen 0, hein. Il faut juste utiliser un peu son cerveau pour... voilà, certains moments de Jujutsu ont beau être profonds, c'est pas non plus très compliqué à comprendre une fois que tu remets tous les éléments en place, hein. Soyons honnêtes 2 minutes, hein. Mais voilà, je considère qu'il y a des moments qui sont un peu compliqués à comprendre dans Jujutsu, mais là pour le coup c'était quand même assez cramé. Plus tard on a une scène que j'ai adorée, Nanami qui défonce Haruta, vous savez le mec avec sa queue de cheval là qui veut faire le malin face à Nobara, qui les fait un peu galérer et tout, et puis t'as Nanami qui arrive, qui l'attrape par les cheveux et qui l'éclate sa mère, une scène qui a fait débat aussi hein, d'ailleurs, hein, parce que...
Bah, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi cette scène a fait autant débat alors que bah c'est juste Nanami qui est très en colère et qui défonce un gars en fait, hein, qui est du côté des fléaux. Bah, il l'attrape et il le viole en fait, et il lui met un gros coup de poing dans sa gueule. C'est de la virilité masculine. Nanami il a la classe, il fait même peur sur cette scène. Moi tout ce que j'ai kiffé ce moment-là, je l'ai pas kiffé parce que genre, il attrape les cheveux par un mec qui ressemble techniquement à une femme, et parce que c'est un esprit de domination, et tutti quanti, je fais mes 36 tweets sur les réseaux sociaux, vous avez vu, hein, ça promue le BDSM. Waouh! Putain! Vous trouvez vraiment toutes les excuses du monde pour essayer d'attaquer Jujutsu, hein, vous êtes fort, hein. Et ce sera quoi après? Oh, j'ai pas hâte de savoir qu'est-ce que ce sera la prochaine fois. Parce que franchement... il y en a marre, il y en a vraiment marre. Bref, Yuji Shoso, plus tard, hein, un épisode qui était cool en termes de direction, même si j'ai envie de voir du roller coaster, je préfère aller voir du côté du Football et de Demon Slayer. Mais ça reste un combat impressionnant. Bon, il y a un autre point que j'ai pas mentionné, et j'aurais dû le faire un peu avant de parler des scènes, mais ça me semblait pas forcément nécessaire, puisque ça fait tellement parler, et je me range du côté de ceux qui aiment pas. Ouais, je suis désolé, je me range dans un camp pour une fois, c'est les musiques de Jujutsu. La plupart du temps, je suis désolé de vous le dire, je le pense, je fais partie encore une fois du groupe qui n'aime pas les musiques de Jujutsu. La plupart du temps, ça ne colle pas du tout aux scènes. Les musiques électro là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, arrêtez de mettre de la musique électro alors qu'on est dans un arc post-apo, où tout est détruit, où t'as des rues et des gens qui meurent à l'appel. Les OST électro là, ça suffit maintenant. Mettez-nous des OST qu'il faut chialer, genre pendant la scène de mort de Nanami, ou celle de Nobara avec son flashback. Ouais, j'enchaîne, même si c'est pas du tout chronologique, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'enchaîner sur ça. Bref, j'avais envie de parler de ça, même si c'est pas du tout chronologique, et qu'on va devoir revenir en arrière. C'est pas grave. Dans la scène de Nanami, où il y a ce parallèle terrible entre son combat contre les fléaux, où il est à la moitié mort, hein, et son lui sur la plage, où il nous donne ses dernières paroles, où il aurait voulu prendre sa retraite, aller sur les plages, je sais plus où, à Bangkok, ou bref, je sais plus trop où, en Malaisie, il me semble. Ce parallèle est à la fois très beau et à la fois excessivement triste, surtout avec les dernières paroles, hein, du seiyuu de Nanami, en tournant la tête face à Yuji, et qui lui dit Tanon Dazo, il me semble, hein, je te confie le reste avant de mourir tué par Maito. C'est une scène terriblement triste, et revoir cette scène avec le seiyuu qui le joue en studio, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur à voir. La mort de Nobara aussi, avec son flashback. Je vois venir les 36 commentaires. Nobara est pas morte, on n'a jamais confirmé qu'elle était morte. Est-ce qu'elle est revenue dans le manga actuellement? J'entends personne. Elle est pas revenue, Nobara, dans le manga? D'accord. Bon bah voilà, donc elle est morte. Voilà, faites pas chier, merde. Elle revient. J'enlèverai cette phrase, mais du moment où... Ah, elle est pas revenue? D'accord, bon bah elle est pas revenue, bah ça veut dire qu'elle est morte, voilà, excusez-moi, à aucun moment on a confirmé qu'elle était vivante, à aucun moment on a confirmé qu'elle était en train de se faire soigner. Si, hein, le gars il souligne juste à Yuji, je peux rien te promettre, mais on va tout tenter pour essayer de la sauver, mais à aucun moment ils ont confirmé avoir réussi à la sauver. T'inquiète pas, on va la sauver, je te le promets et tout. Il promet rien du tout à Yuji, il dit pas je vais la sauver, il dit on va essayer, mais je te promets rien. Donc moi je pars du principe qu'elle a eu son flashback dans lequel elle dit je suis désolé, mon ami d'enfance, j'ai pas pu réaliser la promesse qu'on s'était faite et tout avant de crever. Moi je pars du principe que du moment où t'as fait ça, bah c'est que le personnage reviendra pas en fait. Comme ça on se fait pas de faux espoirs en fait. Ça sert à rien de se faire ce faux espoir. En parlant de Nanami, parce que tant qu'à faire, je sais, je vous ai dit qu'on reviendra en arrière, et vous inquiétez pas, on est sur la fin. Nanami et le groupe, hein, je vous parlais de tout à l'heure du combat contre Dagon, même s'il était mal animé au début, la scène reste, enfin, sur l'épisode 14, surtout sur l'épisode 14, il n'empêche que l'épisode suivant, du coup, avec le retour de Toji,
qui l'éclate d'ailleurs avec des animations il me semble, d'Ayato Kurosaki ou de Keiichiro Watanabe qui ont participé sur ces épisodes-là, sur le 15, voilà, c'est ça, je me trompe pas, exactement, je suis bien renseigné, j'ai bien noté, hein, j'ai fait mon boulot correctement, était excellente, donc franchement c'est une scène qui m'a beaucoup impressionné, surtout que sa direction est bien mieux, hein, du coup que l'épisode précédent, son compositing aussi est bien mieux que le précédent, où on voit Toji qui presque marche sur l'eau et tout, on a l'impression qu'il vogue, il vogue sur l'eau, tu vois l'eau, les gouttelettes d'eau voler et tout, avant que il attrape le nunchaku de Maki, qu'il en fait une espèce de pic, hein, une espèce de pointe, et qui défonce, Dagon, avant évidemment d'emmener in extremis Megumi en dehors de tout ça, avant que du coup Nanami et tous les autres se fassent à moitié tuer, que Nanami soit grièvement blessé et tout, que Jogo arrive et les brûle tous en fait, hein, puisqu'il était venu en renfort, mais finalement du coup Toji avait emmené Megumi dehors, une scène que beaucoup n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que Megumi et pourquoi pas les autres? C'est clairement parce que même si à ce moment-là ce n'était qu'une bête assoiffée de sang sans aucune conscience, parce qu'il avait été ramené sans aucune conscience, encore une fois, si tu broches un peu ton cerveau et que tu réfléchis un minimum, elle n'est pas compliquée à comprendre cette scène, surtout avec sur la raison pour laquelle il se suicide, hein, puisqu'il se suicide, hein. Il sait très bien qu'il n'avait pas le contrôle sur ce corps-là, puisque il avait été ramené à la vie, il a eu un réceptacle, voilà, il avait un réceptacle pour corps, mais c'était pas son corps à lui. Mais avant de perdre le contrôle et d'attaquer son propre fils, il lui pose la question, comment tu t'appelles mon petit, et il dit du coup Megumi Fushiguro, et là il dit la fameuse phrase évidemment que tout le monde connaît, pas Zenin 1, je suis content. Je crois qu'il dit ça, je suis content que t'aies pas pris le nom de Zenin, etc. Donc ça souligne bien qu'il avait reconnu son fils et qu'il était plutôt content qu'il n'avait pas pris le nom de Zenin et qu'il avait choisi de garder son vrai nom de famille, contrairement à Toji qui s'était rangé du côté des Zenin. Puisque c'était ce qui était prévu à la base, mais il a plutôt le sourire en apprenant que son fils ne s'est pas rangé du côté des Zenin et qu'il a fait le choix inverse. Donc c'est une scène plutôt touchante entre les deux, quand bien même Toji soit un assassin, hein, on n'oubliera pas que t'as tué Amana et qu'on fils de pute, mais bref, c'est pas le plus important. Et puis voilà, j'en parlais tout à l'heure, hein, Sukuna Jogo qui est tout bonnement exceptionnel en termes de direction, par Tsushigami et tout, la température qui grimpe sur le panneau avant que le bâtiment disparaisse en fumée, la météorite avec les autres, hein, avec Panda et l'autre bâtard là avec son sable là, où t'as Sukuna qui arrive et qui leur dit stop, vous ne bougez plus, vous bougerez uniquement quand je vous ordonne de le faire, sinon je vous tue sur le champ. Cette scène, elle est terrifiante. Quand il leur demande de pas bouger, parce qu'il sait, tout le monde sait, enfin Panda a deviné tout de suite qu'il s'agissait de Sukuna et pas de Yuji. Et dans la seconde où il claque des mains et qu'il leur donne l'occasion de fuir, t'as la météorite qui arrive et qui explose tout. Bref, Shibuya a été rayé de la carte. Shibuya n'existe plus après ce combat en fait. Ça sera plus le combat, celui d'après, hein, contre Mao Raga, qui aura fini de détruire ce qui restait, le peu qui restait de Shibuya, mais c'est surtout le combat contre Jogo qui à un moment donné passe en cinémascope avec évidemment la flèche de feu, hein, de Sukuna, une scène attendue entre les trailers et la version finale, puisqu'on n'avait aucune idée de ce qui avait été présenté dans les trailers et ce que c'était la version finale. Bon, il y a toujours un peu de motif, hein, entre ce qui est présenté dans les trailers et les versions finaux des épisodes. Il y a un peu de compositing différent et tout. Épisode donc, El Famoso épisode soi-disant fini qu'à 70%. Voilà, reste à confirmer également et à voir la différence avec le Blu-ray. L'épisode suivant le sera encore plus, avec les animations du coup de Vincent Chansard, de Game de Vercreek, d'Hiro Matsushio, etc. Surtout les séquences de Vincent Chansard qui ont clairement été, alors non pas massacrées, mais clairement entre ce que tu vois dans ce que lui il a fait de base et dans ce qui a été rendu dans l'épisode, c'est moins bien. Et puis le retour de Todo, le combat final contre Maito qui s'étale sur deux ou trois épisodes, c'est stratosphérique. Voilà, Todo qui nous pond des masterclass en termes d'animation. Ils se sont lâchés, les animateurs, sur les épisodes finaux, là, c'était merveilleux. On s'est régalé. La suprématie
de Yuji qui ne laisse pas tomber, qui se bat. On se demande comment c'est possible d'ailleurs que le mec il continue à tenir debout. À un moment donné, t'as carrément son genou qui craque. T'as Mahito qui comprend de mieux en mieux comment se servir de son énergie occulte, qui balance des éclairs noirs de sortie de nulle part, qui se trouve une nouvelle forme. Bref, ça part dans tous les sens. Ah, c'est bien parce qu'on a fait la blague plus d'une fois avec Mahito hein, qui devient de la pâte à pain et tout. Le mec du coup il se divise en deux. Il arrive même à se cloner et tout. Les animateurs, ça a dû être un enfer à animer. Les mecs, ils ont dû voir les épisodes avec Mahito dessus. Ils ont dû le voir arriver parce que c'est juste une torture. Ça a dû être une torture pour les animateurs d'animer ça. Hein. Parce qu'à un moment donné, à chaque frame où il y a Mahito qui bouge, tu mets sur pause. Mais t'es l'enfer que ça a dû être pour animer ça. Hein. Je comprends le crunch en fait. Hein. Je comprends mieux le crunch sur la saison hein, parce que c'était pas forcément Jogo Sukuna, Jogo Sukuna ou Jugo Mahoraga qui a été compliqué à animer. Hein. C'était plus Mahito hein, contre Yuji et Todo. Hein. Parce que Mahito qui change de forme toutes les demi-cuts là. Ça a dû être l'enfer sur Terre pour animer ça. Hein. Putain, moi je dis chapeau hein, pour ce qui a été fait parce que franchement, même si c'est pas les épisodes que j'apprécie le plus, ils ont quand même balancé la sauce. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Et puis, sans oublier la fin de saison avec la révélation ultime, avec la vraie identité de celui qui se cache derrière le corps de Geto, le final du combat entre Yuji et Mahito, le pauvre Todo d'ailleurs qui aura tout donné jusqu'au bout, il en aura même perdu sa main gauche, il me semble, dans le combat. Mais voilà, la fameuse scène des loups qui chassent avec Yuji qui a un regard terrifiant. Mais il fait peur. En même temps, c'est compréhensible. Yuji, dans cette saison, il a besoin d'être bordé, le pauvre. 15 ans, oui, le personnage à 15 ans, ça a suffisamment été dit. 15 ans, le mec, Théma les traumas. Les traumas de gros bâtards qu'il a reçus dans cette saison, entre la mort de Nanami, la mort de Nobara, tout ce qu'il a vu à travers Sukuna, parce que Sukuna, il s'est amusé. Hein. Sukuna, il s'est amusé. Il a fait « Ah !» Maintenant que j'ai rasé Shibuya, maintenant constate, parce qu'il s'est servi de son corps, parce que rappelons Sukuna, il utilise le corps de Yuji pour faire tout ce qu'il a fait. Maintenant, Yuji a constaté avec horreur ce que Sukuna a fait avec son corps. Donc Yuji se sent coupable d'avoir causé ce génocide, parce qu'en tant que réceptacle de Sukuna, c'est son corps qui a fait tout ça. Ce sont ses mains qui ont tué des milliers de gens. Ce sont ses propres mains. C'est de ses propres mains que tout ça est arrivé. Donc tellement le trauma de gros bâtard. Moi, Yuji à sa place, mais j'attrape le corps, je me suicide en fait. J'ai plus envie de subir j'ai plus envie qu'on me fasse de réflexion, j'ai pas envie. Mais on me dit demain, tu es exécuté. Allez-y, je ne veux plus souffrir, je veux plus qu'on ait à me reprocher quoi que ce soit. Tuez-moi, pendez-moi, coupez-moi la tête, faites ce que vous voulez, j'en ai plus rien à foutre. Tout en venant de voir l'épisode final dont j'ai l'ending qui tourne en fond, je me permets évidemment d'ajouter les toutes dernières scènes supplémentaires que je n'avais pas pu voir, et évidemment l'épisode dirigé par Gosso. Hein. Ça me semblait tout à fait logique, mais c'est bien que j'en ai eu la confirmation 5 minutes après avoir tourné la fin de cette vidéo, donc ça viendra se rajouter en bonus, c'est gratuit. Donc évidemment, les dernières explications de Geto, hein, qui nous fait ses révélations sur sur son véritable objectif à travers la destruction de Shibuya, les retombées économiques et que ça a au Japon hein, sur l'existence des fléaux, que on sait que le gouvernement savait pour l'existence des fléaux, la chute économique du Japon et tout un tas d'autres trucs comme les humains qui sont bouffés par les fléaux, de fuir Tokyo, ce qui lui donne une dimension post-apocalyptique horrible, et évidemment le retour du GOAT, le meilleur des exorcistes. C'est certainement je pense pas qu'il y ait d'autres persos à part Gojo évidemment qui est apprécié par tout le monde, hein. Mais je pense très sincèrement que Yuta est mon personnage préféré. Le retour de Yuta qui sauve une petite fille sur le point de se faire manger par un fléau, c'est d'une classe internationale. Je suis désolé, le retour de Yuta est juste incroyable, il est phénoménal. La scène est grotesque, c'est magnifique. Et le fait qu'ils doivent obéir aux dirigeants du monde de l'exorcisme, de tuer Yuji, hein, bon, il se sert de l'excuse de il a pris le bras d'Inumaki à Shibuya, c'est pas lui, hein, on se dit bien que c'est Sukuna et que c'est pas de sa faute, mais Yuta a la haine, hein, et ça se comprend.
puisque que ce soit Maki, Panda ou encore Inumaki, ce sont ses amis très très proches, hein. Il faut avoir vu encore une fois, faut avoir vu Zero pour comprendre tout ça. On constate avec horreur également toutes les sanctions données à toutes les personnes, bah, en tout cas ce que les doyens de l'exorcisme prononcent comme sentence pour chacun pour plusieurs personnes en tout cas, que ce soit le directeur de l'école de l'exorcisme de Tokyo qui est condamné à mort, Yuji bah, qui est évidemment condamné à mort aussi, et à ma grande surprise, je me rappelais plus de ça, ils bannissent à vie du monde de l'exorcisme Satoru, hein, qui le juge responsable du drame de Shibuya. C'est terrible, c'est horrible en fait. Ça prouve bien que les mecs cachés derrière leurs panneaux lumineux là, ce sont tous de gros fils de pute en fait, hein. Et ça c'est juste terrible en fait. Il est même ordonné de ne pas le déceler, hein. C'est dire à quel point, alors que les mecs ils ont besoin de Gojo. Gojo est la balance qui venait en équilibre pour maintenir le monde des exorcismes, mais les mecs ils préfèrent s'en passer et de le dire non, c'est bon, il est banni à vie, ne cherchons pas une seule seconde à aller le sauver, ni à le déceler, laissons Ghetto, surtout qu'ils savent même pas qui est derrière l'identité de Ghetto, puisqu'ils disent Ghetto Suguru a survécu. Non, on sait très bien que c'est pas lui. on est tous au courant que c'est pas lui. Et ça rend le truc encore plus drôle, et j'espère qu'un jour vraiment que ces mecs, ils vont tous se faire buter un par un, ça serait un soulagement, sérieusement, parce que c'est vraiment insupportable, hein. Ces mecs sont vraiment horribles, mais bref. Je me permets du coup de refaire une petite conclusion tant qu'à faire, hein. Cette saison, elle était bien, hein. Voilà, elle était bien, Gosso a très bien géré le truc, sachant que la saison 3 est teasée, ça y est, voilà, le prochain arc est teasé, il était déjà à moitié teasé, hein, de la part de Ghetto qui soulignait qu'il avait qu'il avait manipulé des gens, mais ça tease évidemment, hein, la traque mortelle qui est le prochain gros arc de Jujutsu, même s'il commencera pas tout de suite, hein, dans la saison 3, mais ce qui me fait peur, voilà, et c'est pour conclure, ce qui me fait peur, c'est que bah déjà Gosso reste sur le projet. Alors non pas que ça me fasse peur qu'il soit toujours dessus, au contraire, j'aimerais beaucoup qu'il reste, hein, parce qu'il a fait du très bon taf, hein, Gosso. Ce qui me ferait peur, c'est justement qu'il change tout. Hein, qui change de staff, que tout le monde se barre parce qu'il y a eu un crunch monumental, et ça veut aussi dire du coup que les animateurs ne prennent aucune pause en fait entre les deux projets. Ça veut dire que ils travaillent déjà probablement sur la pré-production de la saison 3 là actuellement. C'est-à-dire que avant même tout de suite après la fin de la saison 2, qui a dû être très certainement terminée il y a quelques jours, hein, puisque on sait que les animateurs ont eu un crunch monumental, donc les épisodes ont très probablement dû être terminés quelques jours avant leur diffusion. Ils doivent continuer à bosser non-stop encore H24 là pour la pré-prod de la saison 3. Donc ils n'ont pas le temps de souffler, et Mappa, ça a pas l'air de les déranger de pas faire au moins une pause d'1 an pour laisser le temps au staff bah, je sais pas, de se renouveler, de souffler un peu. Non. Jujutsu, c'est un gros paquet. On veut pas lâcher le truc. On vient de finir la saison 2. On lance déjà la prod de la saison 3. On s'en fout. Allez, on enchaîne. On n'a pas le temps. Et ça fait peur. Parce que ça veut peut-être dire que genre la série reviendra soit fin 2024, soit début 2025, avec à peine 7-8 mois, encore une fois, de pré-prod, ou de production globale. Et ça, c'est pas cool. C'est pas ouf. J'ai très 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 peur de ce qui va arriver au staff, en priant, évidemment, que tous ceux qui ont travaillé dessus bah, le fassent encore une fois avec plaisir, et qu'il n'y ait pas encore une fois un énième drame, comme le drame de Shibuya, vous aurez compris, hein, ça porte bien son nom, vu les circonstances de l'arc, mais surtout un drame au sein du studio, quoi, qui n'est pas encore tout un tas de noms qui ressortent, et tout un tas de tweets de merde qui ressortent pour souligner la mauvaise gestion de Mappa, et que c'est le feu en interne, et que tout le monde a envie de se barrer, d'arrêter les contrats avec Mappa, et puis personne veut travailler avec ce studio de l'enfer du cul. Bref, j'ai pas envie de voir tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit peu des points positifs et négatifs, que je voie un peu ce que vous avez aimé et moins aimé. Ça sert à rien de se prendre pour un pro de l'animation, hein. N'hésitez pas à me dire ça avec vos mots. N'hésitez pas, ça sert à rien d'aller chercher les termes que peut-être moi je comprendrais pas, ou que les gens comprendraient pas. Ça sert à rien. Dites-le avec vos mots. J'ai plus aimé cette scène là, l'ambiance, la couleur, tiens, le coucher de soleil, quand je sais pas, quand Ghetto, Gojo, Amanai et tout, ils se retrouvent en train de bouffer un sandwich au bord de la plage, et que t'as le coucher de soleil. Tu peux avoir aimé une scène simple, t'as pas besoin d'avoir aimé
les 36 scènes d'action de l'épisode 16 ou 17 où ça part dans tous les sens, tout explose et tout. T'as pas besoin d'avoir aimé ça, tu peux aimer une scène simple, t'es pas obligé d'être... bref, dans ce que les gens aiment habituellement, j'ai envie de dire. Voilà, t'es pas obligé d'être dans le classique des scènes d'action que tout le monde a aimé cette saison et qui ont fait débat sur les réseaux entre les Jujutsu Fag et ceux qui n'ont pas aimé. Bref, t'as pas besoin d'être dans le classique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à plus tout le monde. Ciao.